Glucksmann contre Mélenchon. Attal contre Philippe. À 1 an de la présidentielle, le tempo s'accélère. Dans chaque camp, la bataille a déjà commencé et pour l'instant, c'est d'abord une bataille d'étiquette. Chez les macronistes, chacun cherche à prendre ses distances avec le macronisme. À gauche, chacun veut apparaître comme le vrai candidat de gauche. À ce jeu-là, Raphaël Glucksmann commence à hausser le ton. Qu'est-ce que c'est que la gauche ? Nous sommes la gauche. Nous sommes la gauche qui peut gagner. Nous sommes la gauche républicaine. Jean-Luc Nous sommes la Mélenchon, la gauche France solidaire. Insoumise, c'est pas la gauche. Ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre famille. Ils ont quitté les rives de cela. Ils ont quitté les rives de cela. Il faut le dire une fois pour toutes. Vous n'êtes pas la gauche. Ce n'est pas notre famille. Ce n'est pas notre histoire. Ce n'est pas notre tradition. Raphaël Glucksmann serait donc la gauche, pur jus, authentique, unique, celle qui ne triche pas, celle qui ne dérive pas, celle qui ne transige pas. Sauf que, en détaillant ses priorités, Glucksmann a surtout semé le doute. Vous dites de la France et des Français qu'ils ont envie d'avoir envie, c'est du Johnny Hallyday dans le texte. Cher Johnny, l'envie d'avoir envie. Et vous avez envie de quoi ? J'ai envie qu'on arrête de baisser les yeux face aux dealers du coin de la rue. Baissez les yeux devant un regard menaçant. Baisser les yeux devant les racailles. Chaque fois que la République baisse les yeux, chaque fois que la volonté politique recule, l'ensauvagement de la société gagne du terrain. Je ne veux plus qu'aucun Français, aucune Française ne baisse les yeux, ne rase les murs. Reprendre à la droite certains thèmes qu'elle a confisqués, après tout, pourquoi pas ? Mais quand on finit par parler exactement comme elle, et parfois même comme Zemmour ou Le Pen, on ne clarifie pas sa ligne, on entretient la confusion. Emprunter des marqueurs sécuritaires, surfer sur les peurs, reprendre des formules qui résonnent très à droite, ce n'est pas forcément la meilleure manière d'incarner la gauche, la vraie, la 100% pur jus. Et quand Raphaël Glucksmann dégaine sa proposition de service civique obligatoire, la ressemblance devient encore plus troublante, pour ne pas dire dérangeante. Je propose notamment un service civique universel et obligatoire pour que chaque jeune Français puisse donner de son temps, de son énergie à sa patrie. J'ai proposé de créer un service civique obligatoire par lequel chaque jeune Français donnera à la société et donc aux autres 6 mois de son temps pour une activité d'intérêt général au service de la nation. J'ai proposé un service civique obligatoire par lequel chaque jeune Français puisse donner de son temps à sa patrie. Nation. J'ai envie de me battre pour que la France redevienne la France. Choisissez le candidat qui vous dit « Je veux que la France redevienne la France ». Que la France redevienne la France. Même formule que Sarkozy, quasiment mot pour mot. Que la France redevienne la France, c'était le slogan de Zemmour en 2022. Mais Raphaël Glucksmann, lui, serait la vraie gauche. À ce stade, on a surtout du mal à y voir un cap clair. On a un message complètement illisible. Là, le moment maintenant, c'est de se rassembler autour d'un cap clair. Un cap clair. Au mieux, Raphaël Glucksmann sème la confusion. Et au pire, il finit par donner raison à ceux qu'il prétend combattre. Et sur le plan stratégique, c'est très risqué, car à chaque fois qu'une candidature de gauche a cru bon de récupérer les symboles, les discours nationalistes ou souverainistes de la droite dure, comme l'ont fait Jean-Pierre Chevènement en 2002 ou Ségolène Royal en 2007, cette gauche-là n'a fait que déplacer le débat sur le terrain de l'adversaire. Cela dit, les éléments de langage empruntés volontairement ou non à la droite, cela ne concerne pas que la gauche sociale libérale. Gabriel Attal a choisi de lancer sa campagne avec une bande-son à base de refrains très connus. C'est ce qu'on va voir dans la suite de ce nouvel épisode de la VAR politique. Car vous le savez, au football, la VAR, V-A-R, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des politiques. On va donc regarder comment Gabriel Attal s'est lancé dans la course à l'Élysée en recyclant des éléments de langage déjà bien connus de la Macronie. Et puisqu'on parle de communication, on va aussi s'intéresser à une sortie de Sibeth Ndiaye. Une sortie qui tombe mal, très mal, pour Emmanuel Macron. Mais avant ça, ce message du média pour vous rappeler que pendant que des milliardaires contrôlent toujours plus le pouvoir médiatique, les médias indépendants, eux, luttent pour continuer d'exister. C'est le cas du média qui doit absolument atteindre 10 000 donateurs mensuels avant la fin juillet. Sa survie en dépend.
Alors, pour sauver le média, abonnez-vous si vous le pouvez en allant à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Grâce à vous, le combat pourra continuer. Dans le camp présidentiel, c'est la fébrilité qui domine. Et si tout le monde est à cran, c'est parce qu'après 9 ans de pouvoir, il va bien falloir vendre aux électeurs autre chose que du macronisme pur jus. Même Gérald Darmanin le dit désormais à haute voix, le garde des Sceaux reconnaît une usure du pouvoir, il s'inquiète de la division de son camp et pronostique déjà un second tour Mélenchon contre le Rassemblement national. Ce qui m'inquiète, c'est notre incapacité pour l'instant à avoir un discours d'unité, mais surtout d'avoir des idées. Il y a beaucoup de candidats et il y a peu d'idées. Aujourd'hui, je pense que le second tour, c'est M. Mélenchon contre Mme Le Pen ou M. Bardella. Et je pense qu'il faut, comme on dit dans le Nord et à Tourcoing, être bouché à l'émery pour ne pas le voir. Parce qu'il y a l'usure du pouvoir des gens que nous représentons, parce qu'il y a une partie de la colère qui est extrêmement importante, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont énormément de difficultés et nous ne les entendons pas assez. Le diagnostic est brutal, certes, mais il a au moins le mérite de la franchise. Dans le bloc central, on se projette déjà dans l'après-Macron. Édouard Philippe tente d'apparaître comme la solution sérieuse. Gabriel Attal, lui, essaie carrément d'incarner la rupture, au point de déclarer qu'il ne comprend plus certaines décisions d'Emmanuel Macron. Et maintenant, Gabriel Attal est obligé d'expliquer qu'il n'est pas un mini-Macron. Certains vous collez l'image d'un mini-Macron. En quoi ce serait faux ? On est évidemment des personnes différentes. Après, on est évidemment des personnes différentes. Et c'est d'ailleurs normal. Je pense que sur le fond, on a des différences. Le programme que je présenterai sera un programme de changement, parce qu'il faut un changement. Pas d'ailleurs de changement, de rupture ? Bien sûr, mais pas seulement avec ce qui a été fait ces dernières années, mais parce qu'on a changé de monde. Le programme de 2017, et ce qui a été fait depuis 2017 en France, il a été basé sur le monde de 2017. Mais le monde de 2027, il n'a rien à voir avec le monde de 2017. On est si différents, vraiment ? Parce que quand on regarde de près, ce que Gabriel Attal vend comme une rupture ressemble plutôt à une prolongation, une interminable troisième mi-temps. Même ton, même récit, même promesse de nouveauté. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Jean-Baptiste Bourcier. Merci d'être avec nous. Je suis un homme libre. C'est en homme libre que je me présente dans cette élection. Ce ne sont pas des sujets personnels. Moi, mon sujet, c'est pas les personnes. J'ai été, pendant un peu moins de 4 ans, banquier. J'ai été ministre pendant 6 ans. J'y ai appris des choses utiles pour être ministre ensuite de l'économie et aujourd'hui pour prétendre présider. C'est utile d'avoir de l'expérience quand on aspire à être président de la République. Même présentation, même argument d'autorité par l'expérience, même façon de se positionner au-dessus des querelles de personnes. Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir se différencier d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal finit surtout par lui ressembler. Et ce n'est d'ailleurs pas qu'une impression. Même quand il évoque le monde nouveau, le besoin de rupture, là encore, c'est du déjà-vu. Le monde est en train de changer. Le monde a changé. La révolution numérique. En 2017, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. La révolution numérique qui est en train de changer très profondément notre façon de vivre. Donc tout doit changer aujourd'hui. Et c'est possible de tout changer à condition de prendre des décisions radicales. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est proposer des solutions radicales. Je proposerais de changer assez radicalement notre système. Des choix plus radicaux. Des décisions radicales. Des solutions beaucoup plus radicales. Et donc je veux débloquer l'avenir de notre pays. Pour adopter des méthodes qui permettent justement de débloquer la France. Merci Emmanuel Macron. Merci beaucoup Gabriel Attal. Le monde en pleine mutation, les solutions radicales, la promesse de débloquer le pays, là ce n'est plus une ressemblance, c'est du copier-parler. Gabriel Attal a beau expliquer qu'il n'est pas un mini-Macron, quand il parle, on entend un Macron junior, un clone qui recycle de vieux éléments de langage en espérant apparaître comme une nouveauté. Mais c'est raté. Autant dire que le changement, ce n'est pas pour maintenant. Et au moment même où les héritiers du macronisme tentent de nous vendre du neuf avec du déjà vu, d'anciennes voix du premier cercle d'Emmanuel Macron refont surface et parlent un peu trop franchement. C'est par exemple le cas de Sibeth Ndiaye.
Emmanuel Macron, il a tenté des choses. Et en même temps, problème RH. En même temps, chacun veut avoir à côté de sa porte la maternité de niveau 3. Maternité, la cancéro, etc. C'est après les retraites, le deuxième truc qui nous coûte le plus cher. Et non, elle n'est pas dead, la meuf. La revoilà. La communicante historique de Macron a ressurgi sur les plateaux télé où elle livre notamment ses analyses de communication politique. Récemment, elle a comparé la stratégie d'Édouard Philippe à celle d'Emmanuel Macron. Quand vous observez ce que fait Édouard Philippe, pour l'instant, il a une campagne qui consiste à se déplacer en province. À chaque fois qu'il se déplace, il va faire une interview dans la presse quotidienne régionale, éventuellement une matinale de ici. Ce qui est un peu le diptyque de base que vous devez faire. Moi, je me souviens qu'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, faisait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il était assez peu présent dans la presse nationale, mais très présent dans la presse, on va dire, locale. Celle qui fait qu'au moment où vous êtes dans la révélation, dans l'émergence, dans l'accélération, vous avez en fait engrangé un capital. Ça, c'est la technique, en tout cas que j'observe chez Édouard Philippe et qui peut être une technique de campagne assez gagnante. Sur ces plateaux télé, on est dans l'entre-soi. Un entre-soi propice aux confidences. Sibeth Ndiaye baisse sa garde, elle se lâche et là, bim, la boulette. Parce que dans son analyse, elle dit clairement, très clairement, que Macron était ministre. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, faisait exactement la même chose. Or, quand il était à Bercy, Macron n'était pas censé être en campagne électorale. Donc, il faut se demander qui finançait ces déplacements, nombreux, selon Sibeth Ndiaye, pour faire campagne en région. En analysant la stratégie politique de Macron et Philippe, Sibeth Ndiaye compare leurs méthodes et elle rappelle, presque malgré elle, un début de polémique qu'Emmanuel Macron préférait sans doute oublier. Emmanuel Macron menace de porter plainte. Le candidat d'En Marche est soupçonné d'avoir financé une partie de sa campagne et son mouvement avec de l'argent de Bercy. Des accusations qui s'appuient sur un livre consacré aux coulisses du ministère de l'économie. Ce qu'on a découvert, en fait, c'est qu'il y avait une sorte de mélange des genres. Emmanuel Macron avait dépensé en 8 mois 80% de son enveloppe de frais du ministère, alors qu'elle est censée servir au secrétaire d'État, par exemple. Et elle est censée servir pour toute l'année. Environ 120 000 € de frais de représentation auraient donc été utilisés par Emmanuel Macron seul. Mais pourquoi exactement ? Emmanuel Macron a reçu des gens influents, il a reçu des gens qui n'avaient pas forcément un rapport avec le ministère de l'économie, des sondeurs, des artistes, des philosophes. Au même moment où il était ministre, Emmanuel Macron, il était aussi sans doute déjà un peu candidat dans sa tête. Emmanuel Macron a consommé 80% des crédits de l'année en 8 mois, soit 120 000 € sur les frais de représentation. Quand Emmanuel Macron démissionne le 31 août 2016, l'ex-secrétaire d'État au budget découvre le coût de cette si discrète stratégie. L'ensemble des crédits de l'année étaient consommés. Là aussi, en fait, quand il est parti en août, il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent pour le fonctionnement du ministère, en tout cas de sa partie du ministère. Quand on demande au journaliste qui a enquêté sur les coulisses de Bercy si c'est un lien direct avec l'activité du ministre, il répond que c'est une zone grise. Chaque ministre invite qui il veut et personne ne contrôle si les invités sont en lien direct avec les attributions du ministre. Or, quand vous avez un ministre de l'économie qui reçoit des acteurs, des chanteurs, des autrices, etc., est-ce que c'est un lien direct avec l'activité de ministre de l'économie ? C'est en tout cas une zone grise. Interrogé à l'époque, Emmanuel Macron assume ses dépenses totalement légales. J'assume totalement cela, j'étais un ministre actif. Christian Eckert, ancien secrétaire d'État au budget, dit que ce n'était pas vraiment illégal, mais éthiquement très condamnable. Ce sont des crédits qui vous permettent de recevoir vos homologues, des entrepreneurs, des femmes et des hommes de la vie française. Ce n'est pas toujours des gens liés à la politique économique du pays qui étaient reçus à Bercy. Et je pense qu'il y avait là, effectivement, de la part du couple Macron, la préparation d'une opération, commando ou pas. En tout cas, elle a été révélée par la suite. C'est pas illégal, c'est peut-être moralement condamnable, mais c'est pas illégal. On n'est pas dans des proportions qui mériteraient autre chose qu'un commentaire sur l'éthique. C'est l'éthique qui est mise en cause, c'est pas forcément la légalité de cette démarche. La question n'est pas forcément pénale, elle est politique. À quel moment dans cette stratégie la campagne commence-t-elle ? Et avec quels moyens ?
quel relais, avec quel budget. Bref, ce n'était peut-être pas une campagne, mais ce n'était déjà plus seulement la communication du ministre, déjà candidat. C'est tout le paradoxe de ce fameux nouveau monde. La Macronie s'est construite sur les plus vieilles méthodes de l'ancien. En voulant défendre son camp, Sibeth Ndiaye a rouvert une cicatrice que l'Élysée pensait avoir définitivement fermée. Cette zone grise de 120 000 € de frais de représentation siphonnés en 8 mois, certains peuvent y voir non pas un détournement de fonds publics, non, mais un détournement de l'esprit public. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.